Présenter le projet innovateur de la DSN. Donc seront présents aujourd'hui pour cette présentation donc Stéphane Gallois, qui est le chef de marché paye de la division PME de Sedge, et Marc Dédéi, moi-même, donc qui est le responsable d'Univers Paye. Voilà, donc rapidement, on va vous présenter Univers Paye. Et donc nous sommes une société d'un groupe spécialisé dans les systèmes d'information ressources humaines. Et Univers Paye est donc une société créée en 1996 pour faire de l'externalisation de la paye sur les PME. Nous sommes aujourd'hui donc le partenaire de Sedge en externalisation de paye, donc un des partenaires sur le label Sedge Service Bureau. Et donc notre groupe représente 400 personnes, donc 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour accompagner nos clients sur tout ce qui est transformation de leur système d'information RH et de paye. Univers Paye réalise 200 000 bulletins en externalisation. Voilà. Nous travaillons sur le logiciel Sedge Paye et RH, et donc maintenant avec une nouvelle version qui est la version i7 qui vient d'arriver. L'objectif est de travailler sur un outil de marché, donc un outil de l'éditeur leader sur le marché des PME, qui est Sedge, afin d'avoir une pérennité dans vos investissements et une évolutivité de ces outils qui dépendent d'éditeurs qui ont des environnements de R&D importants sur le marché français. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on fait ces externalisations de paye, vous avez bien évidemment des projets qui, si vous venez déjà d'environnement Sedge, évitent toute régression, perte historique et autres, et en fait le contrat vous permet de réinternaliser si vous le souhaitez, avec la réversibilité sur nos contrats, ce qui est assez novateur dans le domaine de l'externalisation historiquement. Voilà, donc je pense qu'on va maintenant passer, si vous voulez, au sujet principal de la DSN, que va nous penser Stéphane Gallois, que je vous passe. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose donc de voir déjà qu'est-ce que la DSN dans un premier temps. Ensuite, nous verrons comment ça fonctionne et ensuite les enjeux. Je vous propose dans un dernier temps, si vous avez des questions, de les poster et on essaiera d'y répondre assez rapidement. Alors, si je parle trop vite, ne vous inquiétez pas, au bout de 30 secondes, ça se calme. Qu'est-ce que la DSN? Alors déjà, ce n'est pas un gros mot. C'est tout simplement la déclaration sociale nominative. Donc, on parlera de processus déclaratif dit unique. Vous allez voir que il y a quelques variations en fait quand on le met en place. Et c'est surtout un ensemble d'informations sociales qui va être récupéré, l'ensemble du déclaratif qui va être récupéré pour que les entreprises aient quelque chose d'un petit peu unifié. La particularité, c'est qu'avant, vous aviez des déclaratifs qui étaient à la fois mensuels, trimestriels ou annuels. Cette fois, l'intégralité de la DSN sera un processus dit mensuel. Donc tous les mois, vous aurez le même travail à effectuer. Ça devrait normer des processus, ça devrait nous permettre d'être plus réactifs, d'avoir une pertinence des données et donc d'avoir un déclaratif de plus en plus efficace et plus juste. Alors ça, c'est évidemment le rêve idéal. Le deuxième phénomène qui est intéressant, c'est que l'État, quand il a conçu cet outil, s'est dit mais quelle est la plus petite entité juridique qui est utile de façon à avoir un déclaratif cohérent. Ils en ont conclu que c'était l'établissement, tout simplement parce que pour la DUX, par exemple, on faisait des déclaratifs par établissement. Donc ce processus DSN sera par établissement. Ça signifie aussi que pour une société qui a 50, 60 établissements, avant il y avait un seul flux, maintenant il y aura 50, 60 flux suivant le nombre d'établissements. Donc c'est un projet novateur, certes, et je vais essayer de vous démontrer à quel point il l'est. La première chose, c'est que nous travaillons avec l'État. Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais l'habitude de subir un peu les modifications de l'État. Maintenant, je travaille avec. Donc, c'est une volonté de leur part de nous associer, nous, éditeurs, au développement, au cahier des charges. Mais nous ne sommes pas les seuls. Tous les OPS, tous les organismes de protection sociaux, sont associés à cette démarche. Et on s'aperçoit que finalement, en associant à la fois les OPS, les éditeurs et les clients, on arrive finalement à un résultat qui est un peu plus construit. Alors, certes, l'État est à la barre, mais ils avaient besoin d'un outil qui était encore plus fort qu'eux, c'est vraiment le cadre légal. C'est-à-dire qu'à chaque fois
qui font des évolutions, ils vont faire évoluer la loi. Ils vont faire évoluer la loi dans leur sens. Et par exemple, vous avez vu qu'il y a un an, la valorisation en 30e de la sécurité sociale a disparu. C'était pour préparer la DSN. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le calcul, quand on est en arrêt de travail, nous avions avant besoin de 3 mois. À partir du 1er janvier, cette loi il y a une loi qui va passer, qui va faire changer ce mode de calcul et le faire passer sur un mois. Donc on va tout faire pour que ce cadre légal permette à la DSN d'être un peu plus efficace. Donc non seulement vous avez un pilotage efficace du GIPMDS, donc le groupement d'intérêt public, la définition est en bas, mais en plus, vous avez une autre particularité, c'est qu'on légifère pour permettre à la DSN d'être un peu plus, je dirais, un petit peu plus adaptée au monde des entreprises. Dernier point qui n'est pas neutre, on notera que tous les acteurs sociaux avec qui nous travaillons sont présents lorsque nous faisons des présentations de la DSN auprès des entreprises et c'est très intéressant de voir que la plupart des organismes vont petit à petit dans le sens du GIPMDS. Alors, l'État est présent certes et nous permet d'avancer avec la loi, ils sont assez moteurs dans l'organisation des process que l'on applique dans les entreprises, mais ils communiquent énormément. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu une première campagne de presse il y a un an, ensuite ils ont encore refait une autre campagne de presse au niveau du mois de mai, et leur idée c'est démarrer la DSN maintenant, soit la phase 1, mais qui était qui ne permettait pas à toutes les entreprises de démarrer, mais surtout à partir de janvier et février prochain, février ça sera le lancement de la phase 2, il faudra que les entreprises y aillent de façon volontaire, un petit peu, l'État aimerait que beaucoup plus d'entreprises se lancent. Donc il y a un site dédié qui s'appelle dsn-info.fr, où vous avez le maximum d'informations sur la DSN. Vous avez également des témoignages clients. Vous verrez que les témoignages clients sont des témoignages issus de sociétés qui viennent de Sedge, puisqu'on est Sedge, le premier éditeur en termes de lancement de DSN. À ce jour, il y a 126 entreprises qui ont démarré en DSN et 89 sont chez Sedge. Donc on est assez bien parti dans le domaine et notre outil est assez éprouvé. Donc vous aurez aussi un calendrier clair et précis, évolutif, parce que de temps en temps ça bouge d'un mois à l'autre. En tout cas, je vais vous présenter celui qui est actuellement appliqué et puis si l'État change, ce calendrier changera. Passons maintenant aux fondamentaux. Je vous l'ai dit, la DSN va s'appliquer à la sphère sociale. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va remplacer à terme l'ensemble du déclaratif social issu de la paye. Alors évidemment, issu de la paye, ça veut dire que par exemple la DUE, qui est en amont de la paye, ne sera pas dans un premier temps intégrée. On a sollicité l'État pour dire que la DUE devrait être intégrée, donc la DPAE, maintenant appelée, et a priori ils le feront, mais pas dans un premier temps. Donc la première chose qui est importante de comprendre, c'est après la paye. La deuxième chose, c'est que ça sera obligatoire au 1er janvier 2016. Pour le secteur privé et le public, on repousse un petit peu. Et on dit souvent que le public arrive après, c'est pas faux. Par contre, d'autres secteurs d'activité, comme la MSA ou les Dockers, ou tout ce qui est un petit peu particulier, sera bien intégré au 1er janvier 2016. Troisième point, pas de saisie en ligne prévue. Donc beaucoup de gens saisissaient encore sur Net Entreprise, maintenant c'est fini, c'est terminé. Donc uniquement de l'EDI. Alors l'EDI c'est de l'échange de données informatisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un fichier issu de la paye, soit vous le prenez, vous le déposez sur Net Entreprise, soit ce qui se passe c'est qu'on a disons un fichier qui est directement envoyé au réceptacle Net Entreprise sans que vous ayez à le reposer. C'est quelque chose qu'on appelle le machine to machine. C'est un petit peu plus efficace et Sedge a envoyé les premiers flux machine to machine il y a 3 jours exactement. C'est les premiers qu'ils ont reçus. Enfin, dernier point. Alors bon, évidemment, vous avez tous un logiciel de paie compatible. Les 5% de sociétés en France n'ont pas un logiciel compatible DSN. Et il va falloir pour ces gens-là absolument faire quelque chose et ils devront utiliser un logiciel. Sans logiciel, ils ne pourront pas avoir de fichier certifié et donc pas récupérer des données déclaratives légales. Je
vous propose maintenant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il y a quelques particularités. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on disait déjà que c'était un flux unique. Alors, le flux n'est pas forcément unique. Pourquoi? Parce que déjà, la DSN, même si c'est un bloc à lui tout seul, vous devrez envoyer des DSN de signalement pour les événements qui se dérouleront tout au long du mois. Exemple, un arrêt de travail. Autre exemple, une sortie. Pour signaler ces événements, vous aurez des DSN de signalement. Mais ces DSN de signalement, tout comme les événements du mois, seront récapitulés dans une DSN mensuelle qui sera effectuée par établissement. Alors, l'autre phénomène qu'on voit, c'est qu'évidemment, ça a été phasé, phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1 a été lancée en juin 2013 en test, et cette montée en charge au niveau des phases progressives a été souhaitée par les éditeurs et l'État. Déjà parce qu'on voulait que ça soit basé sur le volontariat des entreprises, qui n'a pas été énorme, donc l'État s'est inquiété, mais c'était, disons, pour que les éditeurs travaillent progressivement et que les gens s'y habituent. Donc la substitution progressive des déclaratifs devait se faire sur environ 100 000 entreprises à fin décembre. On est à 120 et quelques aujourd'hui. On sera sans doute aux alentours de 2000 à la fin d'année, mais sans doute pas 100 000. Donc l'État est un peu inquiet et je vous avoue que en tant qu'éditeur, on est un peu inquiet aussi parce qu'en un an, il va falloir migrer l'intégralité de notre parc sur ces solutions DSN. Après, je vous ai mis le calendrier général que vous pouvez retrouver sur le site du GIPMDS pour vous l'expliquer. Chaque phase, donc vous voyez ici que la phase d'avril 2013 de la phase 1 est décomposée en phase pilote et en phase réelle. La phase pilote dure en général 3 mois. Allez, on va dire 3-4 mois maximum. Donc, actuellement, nous sommes en septembre 2014, donc en phase 1. En novembre 2014, les premiers pilotes phase 2 vont commencer. Ça ne vous empêchera pas, si vous souhaitez démarrer la phase 1, de vous lancer en phase 1. Mais ça veut dire qu'on va commencer en phase 2 d'autres travaux, et en l'occurrence, vous verrez que ça concerne la DUX. Ensuite, en phase 3, à partir de septembre 2015, alors je peux vous dire aujourd'hui que ça sera octobre 2015, on lancera les fameuses dernières implémentations de déclaratifs dans la DSN pour la généralisation en janvier 2016. Alors, en phase 1, il y avait quoi? Vous avez tout ce qui est attestation employeur, donc les AED, les anciennes feuilles jaunes acédiques. Vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est la DMMO, ou EMMO pour les petites entreprises, donc déclaration de mouvement de main-d'œuvre. Vous savez que c'est quelque chose qui est jamais bon, qu'on doit retoucher sans arrêt. En fait, aucun éditeur, et Sedge aussi, n'arrive à produire une DMMO juste. Donc on a essayé de dire au GIP, c'est vraiment le document qu'on souhaitait impérativement avoir dans la première partie du déclaratif, et on l'aura. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde. L'autre point, c'est l'attestation de salaire pour le paiement des IJ, donc ce qu'on appelait avant la DSIJ, mais uniquement pour la partie maladie-maternité, donc pas arrêt de travail, pas longue maladie et maladie professionnelle. Donc pour ce qui est des attestations de salaire DSIJ, vous pouvez dès à présent le faire si vous le souhaitez. Alors évidemment, quand vous faites quelque chose dans la DSN, vous ne le faites plus au format N4DS ou à d'autres formats. Dernier point, grâce aux dates de sortie qui sont mises dans l'AE, ils arrivent à gérer tout ce qui est formulaire de radiation des contrats complémentaires. Donc c'est intéressant, certains le faisaient aussi de façon automatique, mais là ça sera appliqué à l'ensemble des entreprises. Donc nous aurons en fait dans la phase 1 la conjonction de DSN de signalement plus la DMMO qui va nous apporter une certaine souplesse. Dans la phase 2, ils ont voulu implémenter la première chose qui les intéressait, parce que c'est vrai que le but premier c'est quand même de récolter l'argent le plus rapidement possible pour l'État, c'est la DUC sur SAF. Et évidemment, ça intégrera les récapitulatifs des bordereaux annuels, trimestriels. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus à les faire. J'avoue que j'ai du mal à y croire, moi-même, mais ça a été confirmé. Et ces éléments de DUC seront bien dans la DSN mensuelle. Donc, vous n'aurez pas si vous voulez, à dupliquer certains éléments. Ils sont aperçus qu'on transmettait plus de 1000 données en général dans les déclaratifs, mais certains éléments étaient en doublon. Le but est vraiment de supprimer tout ce qui est doublon, tout ce qui est éléments transmis 3-4 fois. Enfin, vous aurez en phase 2 toute la partie DSIJ qui concerne les AT et les longues maladies. Bon, l'ouverture aux employeurs de travail temporaire, on espère que ça va venir, a priori ça devrait le faire. Et puis vous avez aussi les hôtels, cafés, restaurants, les HCR, qui devraient rentrer dans la valse.
Au niveau de la phase 3, généralisation, écoutez, c'est tout le reste. Donc la DUX, retraite prévoyance, alors là c'est compliqué parce qu'il n'y a que 10% des gens qui faisaient de l'EDI dans ce domaine-là, maintenant ça sera 100%. Il y a tout ce qui est BTP, évidemment là c'est la MSA, les VRP, et puis la DATSU, notre fameuse DATSU qui nous obligeait à travailler en fin d'année. Alors la bonne nouvelle maintenant c'est que vous pourrez partir en vacances en période de Noël. Voilà, vous savez... Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les payeux ne partaient plus en vacances à Noël. Maintenant, nous pourrons partir à Noël. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, en fin de mois, les quelques premiers mois de 2016, je pense qu'on va oublier les vacances. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors, je vous ai mis le calendrier d'une autre façon pour qu'il soit un petit peu plus lisible. Et surtout, vous rappelez que même si c'est basé sur le volontariat, l'État légifère encore une nouvelle fois de façon à anticiper cette obligation. La phase 1, on vous l'a dit, octobre 2013 de façon, il y a eu des pilotes avant, mais octobre 2013, réel, janvier 2014. DSN phase 2, c'était prévu octobre 2014, ça va être décalé novembre, et en réel, donc en février 2015. Et puis est apparue une obligation anticipée pour les gens qui déclarent plus de 2 millions d'euros de cotisations et de contributions sociales. Vous n'êtes sans doute pas impacté, mais imaginons que vous ayez une forte masse salariale, vous pourriez éventuellement être impliqué dans cette obligation anticipée. Une nouvelle fois, ils ont fait un décret de loi. Alors quand je dis qu'il est en prévision, non, il est écrit, mais il n'est pas voté. Si jamais il était voté, ça voudrait dire que toutes les grosses entreprises de France passeraient à la DSN au 1er mai ou entre mai et juillet 2015. Bon, à mon avis, ça risque de faire pas mal de bruit. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et puis là, vous voyez bien que la DSN phase 3 arrive en janvier 2016. Donc on voit très bien ce phasage en 3 années et l'objectif était vraiment de faire quelque chose d'évolutif. Alors, la DSN, qu'est-ce que c'était avant? Avant déjà, ça n'existait pas. On souffrait, l'URSSAF parlait à l'URSSAF, donc mon logiciel de paye envoyait une DUX à l'URSSAF. Et puis pour la retraite, ça parlait à la retraite. La DASU, ça parlait à tout le monde, d'ailleurs ça parlait pas toujours très très bien. Les AED parlaient uniquement à Pôle emploi, la DSIG à la CNAM et la DMMO à la DARES. Bon, en gros tout le monde se parlait, mais jamais en même temps. Donc on était un petit peu que... Parfois on répétait un nombre de fois incalculable les informations. Maintenant, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait, alors pas un flux unique, mais un point de dépôt unique. Ça veut dire que ça sera net entreprise. On diminuera le nombre de données transmises au moins par 3. On va éviter certes la redondance, mais aussi on va, par exemple, cumuler des informations pour pouvoir permettre d'alimenter des données aux organismes. Je vous donne un exemple, l'AED. L'AED, vous avez besoin de 12 mois. Donc pour avoir ces 12 mois, il suffira d'envoyer des DSN mensuels, et puis au bout de 12 mois, vous verrez qu'on y a juste à mettre une date de départ, et ça va automatiquement alimenter, avec les données qui ont été transmises, l'ensemble du déclaratif. Et ça va nous permettre d'avoir en fait moins d'infos à donner, moins souvent, les noms seront plus répétés, les données personnelles seront moins répétées, et on va avoir en fait une sorte de réceptacle commun qui va nous permettre d'avoir des données cohérentes. Autre phénomène, vous voyez bien qu'il y a des DSN mensuels, de signalement, arrêt de travail, contrat de travail, mais ils ont aussi prévu des DSN de reprise d'historique, parce que c'est 12 mois au départ, quand on va partir en obligation en janvier 2016, tout le monde n'aura pas fait de DSN de 12 mois. Donc vous aurez la possibilité de récupérer vos données, HRPass va préparer ces fichiers, les ingérer et les intégrer dans le logiciel de paye de façon à ce qu'on puisse partir from scratch sur la DSN. Dernier point, plus aucun organisme ne pourra dire qu'il n'a pas reçu de déclaratif, puisque le point de dépôt unique va transmettre à l'ensemble des organismes. Donc, en tant qu'éditeur et Marc, en tant qu'HRPass, ne parlera qu'à ce point de dépôt unique qui est Net Entreprise. Après, c'est automatiquement un transfert vers les organismes. Au niveau des flux, je vais réinsister un petit peu, je vous l'ai dit donc une première fois, une seconde fois dans le slide précédent, là pour que vous compreniez vraiment bien. Donc plusieurs DSN mensuels, il y a 12 mois, 12 DSN et une par établissement à minima. Bien évidemment, il y aura des annuls et remplaces possibles et des correctives. La limite des annuls et remplaces qui était de 3 n'est pas forcément maintenue à ce jour, mais ça risque d'être intégré assez rapidement. Donc les premiers mois risquent d'être un peu tendus.
Au niveau des arrêts de travail, il y en a autant que les arrêts de travail dans le mois. Et puis évidemment, pour les fins de contrat de travail, pareil. Et puis on s'est vraiment interrogé en tant qu'éditeur pour savoir si la DASU et la DUX étaient intégrés dans le flux mensuel. Et effectivement, ça sera bien intégré. Et moi, j'étais persuadé qu'il y aurait une DASU quand même, ou disons une DSN récapitulative annuelle. A priori, il n'y en aura pas. Donc c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde. Et vraiment l'espoir de partir en vacances en Laponie au mois de décembre. Au niveau des enjeux de la DSN, ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer d'entrevoir ce que ça pourrait engendrer, même si peut-être que les retours d'expérience ne sont pas assez grands pour l'instant. On a quelques phénomènes qui peuvent être déduits de ce qui arrive actuellement. Au-delà du fait que ça soit un projet novateur, de par la gestion du GIP, aussi parce que c'est beaucoup de dématérialisation, c'est avant tout un projet réformateur. Pour vous donner un exemple, lors des 2 derniers remaniements ministériels, c'est la première fois qu'un secrétaire d'État a été nommé à la réforme et à la dématérialisation. Il s'appelle Thierry Mondon, c'est un député de l'Essonne, fort charmant d'ailleurs au demeurant, et qui s'occupe uniquement de ces domaines du numérique, de réforme. Ça montre que le gouvernement a pris, en tout cas la DSN comme un événement majeur. Et tous les phénomènes de simplification qui vont tourner autour de la DSN seront intégrés petit à petit, quel que soit le gouvernement. On est clairement dans une mouvance où on va s'installer dans la simplification du déclaratif. Je dis bien simplification entre guillemets, c'est-à-dire en simplifiant les flux. Ça ne veut pas dire qu'on simplifie une note déclarative, ne vous inquiétez pas. Je vous assure qu'ils vont bien nous générer 2-3 déclaratifs supplémentaires dans les années à venir. Mais en tout cas, on va simplifier le mouvement de flux, on va simplifier le transfert de données. Donc évidemment, tout va être plus rapide. Donc c'est ça qu'on appelle une nouvelle génération de télédéclaration. Et vous aurez plus de ressaisie à faire, donc on évitera les erreurs. Alors ça va sortir un peu des personnes aussi de leur confort, puisque il va falloir s'assurer que les fichiers sont justes dans un premier temps, et c'est pas forcément évident. Deuxième chose qui est assez traumatisante, finalement pour nous en tant qu'éditeur et pour Marc, c'est que la DSN, on s'est aperçu que ça impacte les processus de paye. Il faut être très clair, chaque logiciel est perfectible, celui de Sage l'est aussi, et la DSN va nous obliger à bouger. Pour les multicontrats, pour les historiques qu'on doit mieux gérer, pour la lisibilité de la feuille de paye, pour épurer les zones qui ne servent plus, pour structurer les informations à l'intérieur du logiciel. Donc on a entamé un processus aussi en termes d'ergonomie qui a été sur l'outil Sage DSA bien finalisé sur la partie DSN. Et j'espère d'ailleurs vous le présenter lors du prochain WebSem. Mais on va vraiment bouger les lignes et ça va nous faire énormément avancer. Donc il est clair que l'investissement humain en termes de gestion de projet, de processus, de R&D est énorme. Et évidemment, ça nous oblige, nous, Sage et HRPass, à bouger énormément. Donc nous avons énormément travaillé, j'aime bien le mot énormément, hein, parce que c'est vraiment le cas. On passe notre temps, matin, midi et soir, à essayer d'optimiser tout ce qui est processus, tout ce qui est facilitateur pour nos clients. Cette mobilisation de Sage et d'HRPass, il faut aussi voir qu'on est membre actif d'une association où tous les éditeurs travaillent ensemble. L'objectif, c'était qu'on ait une voix commune. Donc certes, nous travaillons dans le cadre fermé de nos clients, mais également de façon à travailler avec l'État et à essayer de pousser nos idées. Donc au-delà du fait qu'on signe la charte DSN, on s'engage à faire des retours à l'État, mais on s'engage aussi avec les autres éditeurs à montrer quelle est notre expérience client, quelle est notre expérience intégrateur, et toutes nos actions communes ne sont faites qu'avec le GIP-MDS, c'est-à-dire que c'est eux qui centralisent l'ensemble de nos interactions. Et c'est intéressant de voir que pour une fois, et je le dis encore, nous travaillons vraiment avec l'État et c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué et c'est vraiment très agréable de voir que des gens travaillent, ils sont persuadés qu'ensemble on peut vraiment arriver à quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un déclaratif, j'étais un peu inquiet. Dès qu'on me parlait de simplification, j'avais peur. Maintenant, j'y crois vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des enjeux, ils sont multiples.
déjà au niveau des institutions sociales, il fallait normer l'intégralité des données qui étaient transmises. Alors un exemple tout simple, il y a des gens qui voulaient des heures, des gens qui voulaient des minutes, il y a des gens qui calculaient en trentièmes, il y a des gens qui calculaient en jours ouvrés, ouvrables. Tout ça, dans les quelques années qui vont venir, va être normé. Je suis même persuadé qu'en termes de calcul de congés, ils vont légiférer. Et il faut être vraiment persuadé que l'on va transmettre des données RH incessamment sous peu, du type pénibilité, congé personnel de formation, compte personnel de formation, qui vont arriver en janvier 2015. Rien ne sera fait en paye, en RH, sans que la DSN soit impactée. Donc il faut être persuadé que pour les institutions sociales, ils vont avoir des données pertinentes, donc elles sont contentes, mais elles en auront de plus en plus parce que l'on veut pister l'intégralité du dispositif social français. Autre phénomène pour les institutions sociales, elles ne pourront plus dire « je n'ai pas reçu un fichier » puisque c'est notre entreprise qui va leur envoyer les fichiers. Donc si ils n'ont pas reçu de fichier, ils ne pourront pas dire aux entreprises « on ne les a pas reçus ». Ils ne pourront se retourner que vers l'État. Donc ça va aussi les affranchir de recherche de données auprès de l'entreprise et ça va donc être aussi un bénéfice pour les entreprises qui ne vont absolument pas être stressées par ça. Ils vont envoyer toutes les données comme on leur dit de le faire et ça ne sera plus à elles de justifier. Par contre, nous, en tant qu'éditeurs et HRPass, on devra fabriquer tous les outils qui permettront de dire aux entreprises vous avez bien reçu tel document, on vous a bien envoyé, vous, salariés, tel document avec ces données-là, et éventuellement, l'idéal serait presque de bâtir des dossiers pour les URSSAF, des pré-dossiers qui permettraient de justifier auprès des organismes tout ce qui sera nécessaire aux URSSAF, à Pôle emploi, et c'est ce que l'on va faire. C'est-à-dire qu'on va travailler avec HRPass sur un ensemble de dispositifs pour vous proposer fin 2015, début 2016, une sorte de dossier de justification de tous les événements sociaux d'une entreprise. Alors, en RH, on appelle ça un BSI. Je pense qu'en paye et déclaratif, on peut appeler ça aussi une sorte de bilan social tout court des salariés sur l'ensemble du déclaratif. Et pour les salariés, ça a vraiment deux avantages. Un, ils auront des données sûres, ils seront sûrs que leurs données seront transmises aux organismes, ce qui n'était pas forcément le cas maintenant. Et deuxième point, ils auront beaucoup plus de réactivité dans l'ouverture de droits et de flexibilité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une réactivité immédiate, mois par mois. Et avec les DSN correctives, on devra arriver à des données extrêmement pertinentes. En tout cas, je pense qu'au bout d'un an d'exploitation, on aura vraiment un outil fiable et pertinent. Alors, finalement, on se demande, mais les enjeux sont vraiment où et où ça va? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais 80 mesures de simplification c'est un projet, avaient été mises dans le cadre de réflexions diverses avec les commissions Attali et d'autres. Donc, c'est un projet qui date de presque 10 ans maintenant. Ces 80 mesures sont devenues 60 mesures, et parmi ces mesures, il y avait donc la DSN. Mais au-delà de ça, il y a l'évolution du numérique et, vous le savez à terme, tout ce qui concerne les retenues à la source. Donc, tout ce dispositif ne s'inscrit finalement que dans une démarche historique qui est l'innovation numérique. Ça nous fait parfois peur, enfin je vous avoue que moi ça me fait parfois peur, et finalement on va essayer de s'accompagner mutuellement, vous, clients, nous, éditeurs, vers ce sens de l'histoire qui est de moderniser l'ensemble du déclaratif français. Et ce qui est assez motivant en fait, c'est qu'on participe à une étape qui ne se reproduira plus jamais. C'est qu'on est en train de transformer intégralement le déclaratif français, et quand on a travaillé en paye depuis 10 ou 20 ans, voire plus, on s'aperçoit qu'on n'a jamais vécu une telle époque. Et avant, on subissait. Maintenant, je pense qu'on peut y aller avec eux. Donc c'est assez, en fait, c'est ce qui permet un peu de dynamiser toute notre démarche actuellement. Deuxième point, l'enjeu, c'est vraiment avoir de réelles simplifications. Enfin, qu'on arrête de nous dire qu'on veut simplifier et finalement qu'on ne le fasse pas. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup moins de données transmises et que tous ces processus vont nous aider. Le point suivant, c'est très très important. Il y a sans doute un lissage d'activités qui va se faire. Alors la première année, ça va être particulier, mais vous verrez qu'après une année d'expérience, on va voir que les fins de mois, il y aura, comme ces fichiers sont envoyés en automatique, il y aura sans doute moins de stress et moins de contraintes. Je pense que ça devrait énormément nous aider. Et il y aura toujours des payes ésotériques. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va faciliter notre travail à tous et en tout cas, on aura une meilleure lisibilité du déclaratif français. Dernier point,
Alors là, je prêche un peu dans ma paroisse, ou plutôt pour ma paroisse, c'est que tous ceux qui rentreront plus tôt dans la DSN éviteront le Bing Bang du 1er janvier 2016, et c'est pourquoi j'espère que quelques-uns d'entre vous auront la volonté, décideront de commencer dans la phase 2 pour accompagner déjà la DSN, mais surtout pour qu'ils puissent être accompagnés par un Sherpas. Ce que je vous propose, c'est de repasser la main à Marc pour la fin de ce WebSem. Oui, donc ben, j'espère que ça vous a apporté quelques lumières un petit sur l'évolution de cette approche dont on parle énormément. L'objectif, il est quand même simple, je dirais, et compliqué. Simple en termes d'objectifs, plus complexe en termes de réalisation. C'est de passer souvent d'un système de paye où nos préoccupations au quotidien, les nôtres et les vôtres, hein, de sortir des bulletins de paye et des bulletins de paye justes, à, je dirais, une information, un système RH complet, hein, où la pertinence des données vont être aussi en amont sur tout ce qui est les données d'identité salariale, etc., pour qu'en plus on ait un système RH qui va être vraiment optimal de flux en flux du début jusqu'à la fin. Hein. Bien évidemment qu'on travaille avec un Sherpas et plus particulièrement Univerpay. L'objectif de nos clients est de maîtriser ses coûts. Hein, et nous avons intégré, c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui à nos clients, en fonction de leurs contraintes, de passer petit à petit en avance de phase, hein, et sans coût supplémentaire sur la DSN, hein, ce qui sera moins le cas dans les années qui viennent. Voilà. Et bien évidemment, en fonction de vos typologies, hein, on a parlé de certains, étant donné qu'Univerpay traite l'ensemble des conventions collectives du marché, on a des clients qui, par exemple, ont du multi-contrat, avec des vacations pour le CHR, pour la formation, pour le monde médical, pour des gens qui sont dans la distribution par exemple, hein, sur lequel on a une obligation d'attendre une phase 2. Hein, donc pour le moment on a juste des early adopters, des nouveaux adopteurs qui sont plus sur des segments plus classiques. Hein, et en phase 2 on va pouvoir attaquer des segments plus, on va dire, complexes, mais sur lesquels il y a aussi beaucoup plus de valeur ajoutée pour notre client. Hein, voilà. Donc notre objectif étant vraiment d'accompagner petit à petit et de monter en complexité avec nos clients pour bien évidemment, hein, éviter les effets de Bing Bang qu'on a par exemple connus de manière un petit peu compliquée du passage de la DADS à la N4DS avec des outils qui marchaient pas très bien, des règles d'État qui n'étaient pas très claires, et je dirais des complexités assez graves et une organisation qui n'était pas adaptée aussi de notre côté, quoi. Donc bien évidemment, le côté bien, c'est qu'on aura, je dirais, des mois de janvier un peu plus calmes, mais bien évidemment, la charge de janvier, elle va être répartie sur l'année, donc un post-paye qui va être beaucoup plus, et surtout dans les premiers mois, hein, qui va être beaucoup plus complexe à réaliser, puisqu'il sera global, et va remettre en cause les choses qu'on connaît dans la N4DS, où on se retrouve avec des problématiques de qualité de données. Mais là, on va l'avoir dès le départ, et une exhaustivité de cette qualité qui va être beaucoup plus importante. Donc l'intérêt de commencer avec nous et de vous accompagner pour être en avance de phase et éviter, je dirais, des choses plus complexes. Voilà. Après, pour les gens qui travaillent avec nous, chacun a un gestionnaire de paye qui lui est dédié, il peut lui en parler, ils sont au courant, et on traitera toutes les complexités qui se présentera dans une optique de vous accompagner sans que ça vous entraîne des surcoûts aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de passer aux questions, je voulais juste vous remercier d'être présent, donc vous dire qu'on aura un deuxième WebSem, on commencera à vous présenter l'outil, les phases 2 et on rentrera bien dans le détail. Le troisième WebSem sera plus l'occasion d'échanges et peut-être des retours d'expérience. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on fera des réponses sans aucun problème. On est en lien permanent avec l'État, moi-même je suis dans pas mal de commissions, donc on est au fait des choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir les micros dans quelques instants. Donc si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. On essaiera de fonctionner avec cet outil de WebEx. Alors moi, je suis pas un pro du WebEx, mais on va essayer. En tout cas, merci d'être venu à ce WebSem.